télévision du monde, inspirée par vous. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à ce programme du soir sur la télévision du monde, tout au clair. Ce mardi fera un feedback pour 96. Justement, le 18 janvier 2021 marque le 25e anniversaire de la Constitution du Cameroun. Une 25e bougie qui semble passer inaperçue pour la loi fondamentale camerounaise. Qu'est-ce qu'elle aura apporté depuis le 18 janvier 1996, 25 ans plus tard? Doit-on la réformer? Y a-t-il une nécessité à réformer cette loi fondamentale au regard de ce que chacun se fait comme avancée ou comme un reculade pour ce qui est justement de la société camerounaise ou de la vie politique du Cameroun en général? Aujourd'hui, nous faisons le point de cette constitution adoptée le 18 janvier 1996, une constitution également qui semble être avant-gardiste puisqu'elle a amené, il faut le préciser, la décentralisation. Mais pourtant, 22 ans après la mise en place de la décentralisation, les acteurs politiques ne semblent pas s'accorder autour de cette avancée, mais bien plus encore. Doit-on aujourd'hui estimer que cette constitution doit être abandonnée pour une nouvelle constitution? La question est au cœur du débat ce soir dans le cadre de Tout au clair, mesdames, messieurs. Merci encore de votre extrême fidélité pour nous accompagner ce mardi. L'émission se veut être interactive. 6 99 54 15 66 6 99 54 15 66. C'est l'un des codes d'accès à ce programme, ou alors écrivez-nous directement à partir de notre page Facebook LTM TV officielle. Vous serez avec nous dans le cadre de ce débat interactif. Je rappelle que le débat se fait également avec vous à la maison. Ne manquez donc pas de nous accompagner encore ce soir. Ils seront donc nombreux à nous accompagner également ce soir, les acteurs du plateau, et parmi eux, un universitaire. Il est enseignant dans les universités. Il est constitutionnaliste à raison de la thématique de ce soir. On a pu également avoir cet acteur de choix dans le cadre du débat de ce soir sur la télévision du monde. Lui, c'est le docteur Étienne Kenfak que nous recevons pour la toute première fois dans le cadre de Tout au clair. Docteur Kenfak, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous dans le cadre de ce débat. C'est un plaisir. Merci à vous. Comment se porte l'université? Les étudiants, ça se passe bien? Les échanges au quotidien? Et vous avez certainement parlé de cette constitution. Certainement. Vous savez, l'État, c'est d'abord sa constitution. La constitution, c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous fait rêver. Et donc, lorsqu'on parle de la constitution, on est en train de parler du rêve de l'État ou alors de la société que l'on a voulu pour permettre à chacun d'entre nous de pouvoir atteindre ses propres rêves, de pouvoir se réaliser en tant qu'homme, en tant que citoyen. Merci à vous d'être avec nous ce soir. C'est votre toute première fois sur notre plateau. On s'en réjouit d'ailleurs de votre sollicitude. Faut surtout le préciser. On vous a un peu pris au dépourvu, mais vous avez accepté de nous accompagner dans le cadre de cette émission de ce soir. D'autres acteurs vont nous accompagner ce soir, notamment le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Et ce soir, c'est un avocat au barreau du Cameroun, Maître Georges Tegen, que nous retrouvons dans le cadre de ce débat de ce soir. Maître Tegen, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir aux copanélistes. Mes vœux les meilleurs, Frédéric, mes vœux à mes copanélistes, mes vœux les meilleurs à vos téléspectateurs aussi nombreux. C'était un plaisir d'échanger avec vous ce soir et merci de m'accueillir. Merci à vous également d'être avec nous dans le cadre de ces débats. Et puis d'être avec nous ce soir, notre consultant permanent, Abel Limbilobert, à raison des contingences, n'a pas pu être avec nous dans la journée de ce lundi, également les 2 derniers jours de la semaine dernière. Mais il est avec nous ce soir, certainement avec son entrant qu'on lui connaît. Abel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci également de me donner la possibilité de rappeler une fois de plus
à tous les Camerounais qui malheureusement n'auraient pas dû se déchirer autour de la question du nozo que vous avez mise à la réflexion encore aujourd'hui, c'est bien de l'avoir fait, mais qui se déchirent parce que certains instrumentalisent cette question. Je voudrais leur dire que le monde s'est construit depuis l'Antiquité sur un principe que le roi Salomon évoque dans le livre de Proverbes chapitre 22 verset 28. Ne recule pas une frontière d'autrefois que tes ancêtres ont faite. Merci beaucoup, Abel Libilobe. Ce soir, on va parler davantage de... Vous avez vu que non seulement il y a des millénaires que le roi Salomon le dit, mais lorsque les institutions, que ce soit l'ONU, que ce soit l'Union africaine, viennent se construire, ces institutions se construisent sur le principe de l'intangibilité des frontières. On est d'accord sur le principe. Donc, ceux qui, dans un pays, prétendent avoir pour revendication politique la modification des frontières d'un État sont dans la faute. Merci beaucoup, Abel Limbulbe, pour cette précision ce soir. Et on va rester avec vous. Le principe le veut. Le Cameroun a connu pas mal de constitutions, en 61, une, en 72, une autre, et puis celle réformée que nous avons et qui date du 18 janvier 1996. Si on veut refaire un peu l'histoire, qu'est-ce qui a conduit à la modification récurrente de ces constitutions ou de ces lois fondamentales que le Cameroun s'était doté jusque-là? Personnellement, je suis très sensible aux modifications des constitutions. Cela témoigne du fait que les gens ne veulent pas se plier aux règles qui se donnent et veulent chaque fois qu'ils sont tenus que ce soit les règles qui s'adaptent à leurs intérêts. Mais malheureusement, la constitution du Cameroun a été plusieurs fois modifiée, comme les constitutions de beaucoup d'États africains. Le Cameroun n'a pas été une exception, il n'a pas bien fait, mais les choses sont ainsi. Cela ne nous empêche pas, et j'ai gardé à nos téléspectateurs ce deuxième morceau choisi très important. L'apôtre Paul, dans le livre de Romains chapitre 14 verset 19, dit « Poursuivons les choses qui favorisent la paix et celles qui sont constructives les uns pour les autres. » Ce n'est donc pas parce qu'il y a eu des modifications de constitution que les gens doivent se livrer à des types de spéculation ou à des comportements qui ne favorisent pas la paix. La Bible nous dit « Poursuivons les choses qui favorisent la paix ». Ça montre que le principe, le concept de la paix est un vieux concept, mais un concept majeur dans toutes les sociétés humaines. Les gens doivent avoir peur de rompre la paix. Ils doivent avoir peur. Or, je n'ai pas le sentiment que quand je vois comment les débats se font aujourd'hui dans les radios, les télévisions, on dirait même que les gens veulent avoir la liberté de rompre la paix au nom de je ne sais quel type de principe. Poursuivons les choses qui favorisent la paix et celles qui sont constructives les uns pour les autres. Merci beaucoup, Abel Limbilobe. Dr Kefak, 61, 72, 96, c'est une évolution qui marque la société camerounaise. Doit-on comprendre qu'il fallait nécessairement passer d'une étape à une autre pour ce qui est de la loi fondamentale de notre pays? Vous commencez en 61, mais avant 61, il y a la constitution du 4 mars 1960. La première constitution du Cameroun indépendant a été promulguée le 4 mars 1960. Et en 1961, le 1er septembre, il y a
une modification de cette constitution. Parce que, entre-temps, il y a eu la réunification, la partie camerounaise qui était sous tutelle britannique, alors du référendum organisé à cet effet, choisit de se rattacher au Cameroun français indépendant le 1er janvier 1960, et ce rattachement appelait l'aménagement de la loi fondamentale afin de donner à cette autre partie du Cameroun les garanties de son intégration et surtout de sa spécificité. Et donc, on a le 1er septembre 1961 cette nouvelle constitution qui est adoptée et promulguée. Et puis en 1972, le référendum du 20 mai est organisé. Le président Ahidjo avait estimé, compte tenu d'un certain nombre de choses, le moment était venu, et ce sont ces mots, le moment est venu de dépasser la forme fédérale et de revenir à un Cameroun. Le référendum du 20 mai va être organisé, qui va nous donner la constitution du 2 juin 1972. Cette constitution qui va, sur le plan formel, on ne va pas entrer dans ces discussions, à connaître une énième révision le 18 janvier 1996. Cette évolution, en réalité, marque les différentes, les différentes options de ceux qui tiennent le pouvoir pour donner à l'État le socle dans lequel il pourra évoluer. Je disais tout à l'heure que la Constitution est la loi fondamentale de l'État. Il n'y a pas d'État sans Constitution. C'est elle qui détermine comment le pouvoir sera exercé, qui exercera le pouvoir, dans quelles conditions, dans quel cadre et dans quelles limites. Et donc, à chaque fois que l'on veut changer la forme de l'État, à chaque fois que l'on veut apporter des modifications aux institutions existantes, il faut qu'on retourne à la base. Et la base, c'est la Constitution. Il faut d'abord procéder à une modification de la Constitution. Et lorsque la Constitution est modifiée, on peut donc entrer dans la mise en œuvre. En 61, on change d'État, on passe de l'État unitaire, on passe d'un État unitaire, à un État fédéral. En 72, on refait le chemin inverse. On va de l'État fédéral à l'État unitaire. Et en 96, c'est toute une autre perspective en 96, parce que la Constitution de 96 s'inscrit dans un processus qui va de 1989 pratiquement jusqu'à 1996, avec ce qu'on a appelé le fameux vent de l'Est, avec le discours de la Bolte, c'est-à-dire ça, ce sont des forces extérieures. Mais à l'intérieur du Cameroun, il y a des forces qui se sont mises en branle pour obliger l'État, pour obliger le pouvoir à mettre ou à actionner une autre modification de la Constitution de 1972. Et cette fois-ci, une modification en profondeur. Alors, on va revenir également sur cette modification en profondeur dans le cadre de ce programme de ce soir. L'émission est essentiellement consacrée à cette Constitution de 1996. Maître Georges Teguem, en rapport avec ces évolutions-là, on nous parle de 60, on nous parle de 61, ça fait pratiquement 4 fois fondamentalement que la Constitution camerounaise a été retouchée, je dis bien fondamentalement, parce qu'il y a eu d'autres modifications plutôt légères qui sont intervenues. Mais est-ce qu'on peut estimer que 4 fois fondamentalement, c'est suffisant pour donner un sens, une orientation, une vision, le docteur Kemfak en parle tout à l'heure, à un pays comme le Cameroun? Écoutez, la vie d'une nation est essentiellement dynamique. Donc, en fonction des situations ponctuelles, des décisions se prennent au niveau politique, ou plus au niveau de l'État, au niveau même de la population, et parfois par des forces exogènes, parfois également par des forces endogènes. En tout cas, ce qui concerne la Constitution de 96, moi je pense qu'elle a encore un cours d'implémentation, puisqu'il vous souvient que la dernière institution prévue par cette Constitution n'a été mise en place que le 6 décembre dernier, ou alors le vote qui a permis de mettre en place cette institution n'a eu lieu que le 6 décembre dernier. Il me semble que c'est un peu prématuré de penser déjà qu'il faille la modifier. Pour moi, je pense qu'il faut déjà mettre l'ensemble des institutions en musique
les apprécier et au bout d'un certain temps les évaluer. C'est le cas l'issue de cette évaluation qu'on peut voir si on peut envisager de faire des retouches dans le cadre d'une certaine amélioration de la qualité de la Constitution. Pour l'instant, il y a des bruits de bottes. Pour l'instant, il y a beaucoup de bruit au niveau des gens endogènes. Mais je pense que la dernière institution qui a été mise en place peut permettre de résoudre ce problème, ou alors ces problèmes. Souhaitons d'ailleurs que ce soit le cas. Mais pour ma part, une constitution n'est pas rigide, comme on dit. Une constitution est faite pour évoluer en fonction des situations. Je continue à dire ce que j'ai dit en commençant. En 1960, il y avait des raisons d'avoir la constitution de 60. Et comme l'a dit le constitutionnaliste tout à l'heure, le très brillant constitutionnaliste, le docteur Kanfak, en 61, c'était parce qu'il fallait passer au fédéralisme. En 72, on a pensé que bon voilà, les mentalités avaient évolué et on faut retourner à l'état unitaire. En 96, comme il vous l'a dit, c'est pas l'effet conjugué des forces exogènes et endogènes qu'on a pensé que pour créer un système consensuel, il fallait faire cette constitution de 96. Elle est en cours d'implémentation. Je pense qu'il faut encore observer, maintenant que l'ensemble des institutions, je dis bien entre guillemets, parce qu'il me semble encore qu'il y a la Cour de justice de la République ou la Haute Cour qui n'est pas encore mise en place. Observons, continuons à mettre en place ces institutions et nous ne pourrons, ou alors les Camerounais ne pourront rien faire si les Camerounais ne croient pas forcément de manière intrinsèque, avec patriotisme, avec amour à leur constitution. La constitution, c'est la loi fondamentale. La constitution met en place un cadre juridique et ce cadre juridique, les Camerounais doivent y croire et prêts à mourir pour défendre ce cadre juridique. Alors, il faut défendre un cadre juridique. Il nous a rejoint ce soir également. C'est un journaliste émérite, directeur de publication d'Aurore Plus. Au-delà de cela, on va devoir l'utiliser ce soir dans le cadre de cette émission de ce soir. Michel Moussala, bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de nous accompagner. Vous avez trouvé le sujet sur cette constitution. Constitution, on en a connu pas mal au Cameroun, mais véritablement, peut-on penser que les constitutions améliorées au fil des années ont donné plus de perspectives au pays de Paul Biya aujourd'hui? Permettez-moi de cette invitation pour présenter mes vœux à tous les téléspectateurs de LTM. C'est légitime. Et à dire ma joie de me retrouver avec mon frère et ami Elimbi Lobé. Je voulais d'abord dire bonsoir à tous les panélistes de ce soir. Nous sommes en début d'année. C'est vrai qu'à l'entame, qu'on m'excuse de mon petit retard. Donc je voudrais tout simplement dire que le débat étant ouvert, je pense que les différentes constitutions se sont opérées en fonction peut-être des besoins qui s'exprimaient, qui se faisaient manifester à la longue au fil des années. Vous savez bien que nous sommes partis des différents États constituant l'État du Cameroun. Nous sommes partis sur le couvert de 3-4 générations. Cela veut dire que vous avez trouvé un Cameroun occidental, un Cameroun oriental. Ça nécessitait les différentes mutations. Sur le plan, l'ensemble, ça peut être contextuel aussi. Qu'on dise que les constitutions ne se font qu'à partir d'un certain nombre d'exigences. Mais alors, la dernière de 96, c'est l'implémentation et l'application. C'est pour moi une constitution, c'est la loi fondamentale, comme le disait Maître Tegem. Mais je vais tout simplement dire, mon questionnement est celui de l'implémentation. Est-ce qu'elle a permis à ce que la société camerounaise avance? Est-ce qu'elle a été entièrement implémentée? Est-ce que cette constitution rendue en 2021, est-ce qu'elle calque avec la réalité politique actuelle? C'est autant de questions que je me pose, parce que quand nous y viendrons, j'attends de continuer mon argumentaire, quand vous seriez en train de voir effectivement, si j'ai écouté mon ami Elimbi Lobé parler, prendre un pan de la Bible qui dit que... Il est très proche de la Bible, mais moi, à chaque fois de citer la Bible pour expliciter ce qu'il veut dire. J'avoue que quand nous rentrerons dans l'analyse profonde
des différentes dispositions de cette constitution, nous verrons ensemble s'il y a une nette évolution. Alors, Abel, concrètement, qu'est-ce que la constitution, par exemple, de 96 a apporté au Cameroun? Je suis très attaché à la forme unitaire de l'État. Cette évolution a été une bonne évolution. Elle s'inscrivait dans la construction, la progressivité. Les pères fondateurs, au regard de l'héritage colonial, ont imaginé de commencer la construction d'un État par une forme fédérale. Ils l'ont fait de façon consensuelle. C'est 61. Puis, 11 ans après, eux-mêmes, sans que personne ne les force, après avoir fait fonctionner l'État fédéral et sur la foi de l'expérience réelle des avantages, si avantages il y avait, des inconvénients, il y en avait beaucoup. Ils ont estimé qu'il fallait faire évoluer la forme de l'État vers un État unitaire. Voilà 72. Et je suis de ceux qui estiment que pour être passé de l'État fédéral à l'État unitaire, tout ce qui évoque encore une modification de la Constitution qui porterait sur la forme de l'État sont des acteurs irresponsables. Mais pourtant, la loi fondamentale qui est garante de ce socle-là, de cette valeur-là, peut également être modifiée à raison de la valeur, à raison de la situation, du contexte qui est... 96, c'est une modification de la Constitution qui a porté sur une amélioration de la forme qui était là. C'est la forme unitaire qu'on a améliorée en disant décentralisation. Au regard des expériences qui ne renvoient pas tout à fait à l'intérêt d'un individu, mais à l'amélioration du potentiel de la gouvernance. En 1996, on s'est rendu compte que l'État central était un problème. Mais en même temps, il ne fallait pas revenir au fédéralisme. Il fallait préserver cette évolution. On a donc obtenu l'État unitaire décentralisé. Et depuis 1996, on a eu une modification qui n'était pas nécessaire. Celle-là, c'est délicat. C'était une modification qui répondait aux calculs politiciens, comme on en voit beaucoup en Afrique et qui ne sont pas des modifications qui favorisent la paix. La modification de 2008 qui a changé le mandat présidentiel. Jusque-là était un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Ce qui était un accord politique. Aujourd'hui, on a quoi? On a un mandat de 7 ans indéfiniment renouvelable. Parce qu'on n'a pas mis l'adjectif ou bien l'adverbe indéfiniment, mais on a dit renouvelable. Donc le nombre de fois qu'on peut renouveler n'est plus limité. Et ça n'a pas favorisé la paix. Parce que la limitation des mandats à 7 ans, c'était le fruit d'un accord politique.
à la suite des grandes secousses que le pays a connues dans les années 90. Et donc, lorsque le contexte dans lequel on modifie cet article 6 de la Constitution pour faire sauter la limitation des mandats était un mauvais contexte. Ça a fait en sorte que cette modification, malgré toutes les explications que les uns et les autres ont voulu donner ici sur... Je considère que c'est des explications, c'est-à-dire qui relèvent des évidences, c'est-à-dire nous dire qu'on modifie toujours une constitution pour l'adapter à. Mais les choses à laquelle on veut l'adapter peuvent être illégitimes. D'accord. C'est ce qui s'est fait en 2008, où le président de la République, voyant venir l'obligation de quitter les affaires parce que la Constitution le tenait, il a procédé à une modification. Et je me rappelle encore des arguments de l'époque qui disaient que cette Constitution n'était pas démocratique, alors qu'en 1996, lorsqu'on l'adopte, on la présente comme une Constitution très démocratique. C'est donc ce type d'acrobatie qui caractérise d'ailleurs beaucoup d'États africains qui sont à l'origine des crises politiques interminables dans lesquelles les États africains plongent. Alors concrètement, est-ce qu'on n'a pas eu des évolutions sur le plan politique et démocratique avec la Constitution de 96 en 96, on l'adopte, on l'annonce comme étant l'une des meilleures constitutions que le Cameroun n'ait jamais eue, et une constitution qui à la fois apporte la décentralisation, qui rentre dans la démocratie, mais aussi donne plus de perspectives à la démocratie. Une constitution, c'est un projet de société. Une constitution porte une idée de société, porte l'idée du cadre dans lequel les citoyens de la collectivité vont s'épanouir, vont se réaliser et vont s'accomplir. En 1996, la nouvelle constitution qui est adoptée est une constitution, effectivement, elle est révolutionnaire. Elle est révolutionnaire parce qu'elle apporte un changement total sur le plan institutionnel au Cameroun. On a l'Assemblée nationale, le Parlement qui est créé avec une seconde chambre, et surtout le Cameroun passe d'un État unitaire à un État unitaire décentralisé. Vous parliez de la décentralisation. Aujourd'hui, c'est un acquis. La décentralisation a été mise en œuvre. C'est vrai qu'il a fallu attendre 2004 pour que les lois portant orientation de la décentralisation soient votées. Mais d'un autre côté, pour revenir un peu plus en amont, la Constitution de 1996 est un mauvais mélange d'unilatéralité et d'indiscipline partisane. Parce que cette constitution qui est adoptée en 1996, nous avons déjà eu les premières élections de l'ère pluraliste en 1992. Et l'Assemblée nationale, parce qu'on est encore dans l'Assemblée nationale, est constituée de 4 partis. Le RDPC, le MDR, l'UPC et l'UNDP. Sauf que dans cette Assemblée nationale, le RDPC a pu faire des alliances pour avoir la majorité. Le texte qui est entré à l'Assemblée nationale en novembre 1995 n'est pas le texte sur lequel, ou alors les révisions, le projet présidentiel, les propositions du président qui sont déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale en termes de révision, ce n'est pas sur ce projet effectivement que les députés ont travaillé. Les députés ont repris la Constitution de 72 qu'ils ont totalement réécrit. Et c'est là où je parle d'une indiscipline partisane. Parce que le projet présidentiel n'avait pas touché toute la Constitution. Est-ce que ce n'était pas du bon droit des députés de se dire on est légitimement en place, on nous envoie un projet de révision, nous préférons ne pas y travailler, mais travailler sur la base des éléments 72 qui sont davantage plus
cohérente vis-à-vis même du peuple camerounais. La légitimité n'est pas la légalité. L'opportunité de la révision appartient à des autorités bien précises dans l'État. Et lorsque celui qui a le droit d'initier la révision dit « Voici ce que je voudrais que nous modifions, que vous modifiez », ceux qui ont le droit de travailler sur le texte doivent s'en tenir à cela. Au final, on a une constitution dont la promulgation a été même retardée parce qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas acceptables. Mais qu'à cela ne tienne, reconnaissons que la constitution de 1996 a apporté sur le plan politique au Cameroun une décrispation. Parce que avec les villes mortes, avec le mouvement estudiantin, parce qu'il faut reconnaître que beaucoup sur le plan endogène, nous le disions tout à l'heure, il y a eu beaucoup de forces à l'intérieur de l'État qui ont obligé cette modification parce que les Camerounais, dans leur grande majorité, voulaient un autre État, voulaient une autre société, une société qui leur permette d'avoir un certain nombre de choses. Nous sommes ici, par exemple, parce qu'il y a eu la Constitution de 1996. Il y a eu la libéralisation sur le plan de la communication sociale. Il y a eu la libéralisation sur le plan des libertés publiques, de l'entrepreneuriat. Nous sommes ici parce qu'il y a eu la Constitution de 1996. Les élections régionales se sont tenues récemment. Bientôt, la décentralisation est en train de prendre, on va dire, d'aller vers la fin de son processus. C'est vrai, on peut le regretter, et je le regrette, qu'on en soit 25 ans après, en train de mettre sur pied des institutions d'une constitution qui était supposée être celle qui va nous amener dans la démocratie. D'accord. Alors, Maître Georges Téguin, pardon, finalement, la Constitution de 96 a-t-elle apporté la démocratie au peuple camerounais? C'est là-dessus qu'a chuté le docteur Kenfa tout à l'heure en évoquant qu'il a été question de décrisper l'environnement sociopolitique camerounais qui a connu pas mal de tensions entre 90 et 96. Moi, je pense que la Constitution de 96 a renforcé, si vous voulez, nos institutions. Renforcer les institutions? Oui, je pense. Vous pensez? Déjà, au niveau même du contrôle institutionnel, rappelez-vous que les autorités, par exemple, chargées des comptabilités publiques, les agents de la comptabilité publique étaient contrôlés par l'IGERA, l'Inspection générale de l'État et réforme administrative. Et après, quand le ministre a été arrivé, au secrétaire général de la présidence de la République, me semble, il a institué ce qu'on appelle le contrôle supérieur de l'État. Donc, le contrôle supérieur de l'État, c'est, si vous voulez, une structure étatique qui contrôle les comptables publics. Déjà en 2003, quand on met en place la Cour des comptes, c'est une évolution positive. Puisque la Cour des comptes appartenant à un pouvoir qui est le pouvoir judiciaire, on confiait déjà à une autorité différente le soin de contrôler les comptables publics. Ça, c'est du ressort, ça relève des conséquences de la Constitution 96. C'était 2003. La Cour des comptes a été mise en place en 2003. C'est prévu par la Constitution de 96. Donc, avant cela, il n'y avait pas de Cour des comptes au Cameroun. Également, le bicaméralisme. Si vous voyez le Sénat, c'est 2018. C'est 2013 déjà. C'est aussi un renforcement institutionnel. Ça permet, si vous voulez, aux collectivités territoriales ou alors au Cameroun profond d'être représentés au niveau du Parlement. Ce sont des avancées positives. Et puis, j'ai écouté tout à l'heure le grand frère Limbilobert évoquer la réforme de 2008. Sur ce plan, je suis, si vous voulez... Il est signe d'une violation flagrante de cette Constitution de 96 qui avait déjà fixé un cap qui donnait plus de perspectives à la démocratie et en levant le verrou sur le mandat présidentiel, on donne là la possibilité de ne plus être dans la démocratie. On est dans la dictature, c'est ce que dit Abel Gilbert. C'est difficile à comprendre, mais c'est à comprendre. Je parle sous le contrôle du docteur Kenfa, qui est constitutionnaliste. Une loi qui modifie une autre loi, il n'y a pas de violation de la loi. À partir du moment où c'est légal, c'est la loi. Une constitution est faite en 96 par le Parlement. Le même Parlement s'est réuni en 2008 dit « Voici ce que je pense ». C'est la loi, c'est légal, il n'y a aucune faute. Maintenant, s'il faut faire un commentaire, le commentaire que moi j'en fais, et
Bien évidemment, c'est une position qui est une position politique. Mais est-ce qu'il était nécessaire de modifier cette constitution en 2008? C'est ce que je vais expliquer. Je pense pour ma part que oui, c'était nécessaire. Parce que lorsque vous exercez un pouvoir institutionnel comme le pouvoir de président de la République, vous devez avoir tous les pouvoirs sur vous pour pouvoir contrôler la société, pour agir au nom du peuple. Lorsque vous êtes élu, et on sait que dans 2 ans, vous ne serez plus là, faites attention, vous risquez de ne plus contrôler le pays. C'est ce qui se passe avec ces constitutions qui limitent les mandats présidentiels. C'est que lorsque vous limitez 2 ans avant votre fin de mandat, vous ne contrôlez pratiquement plus rien. J'ai assisté un peu à la fin du mitterrandisme en France. De 1992 à 1995, François Mitterrand gérait plus la France. Parce que si vous observez bien, vous allez voir qu'entre 91 et 92, il a changé, je pense, 2 ou 3 premiers ministres. Parce qu'il cherchait des ressorts pour pouvoir travailler, qu'il n'avait plus. Et en 93, il se retrouve avec un parlement à plus de 400 députés de la droite. Donc moi je pense qu'il faut mieux laisser le jeu démocratique ouvert en laissant croire à ceux qui dirigent le pays que celui qui est président de la République à tout moment peut être rééligible. Quitte à lui de dire que je ne veux plus me présenter. Moi je pense que cette modification constitutionnelle de 2008 n'était pas, à mon sens, une mauvaise modification. J'ai toujours pensé qu'il vaut mieux laisser le jeu démocratique ouvert, que celui qui souhaite se présenter se présente et que les Camerounais fassent leur choix. Alors, Michel, Abel estime que c'était une mauvaise modification en 2008. Maître Tegem pense qu'elle était nécessaire et judicieuse dans le contexte qui était le nôtre en 2008. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit pouvoir encore se dire qu'on a finalement embrigadé cette fameuse démocratie qui a été servie au peuple camerounais à travers la Constitution de 96, ou alors on reste dans la perspective selon laquelle on a plutôt ouvert le jeu politique? C'est le son de cloche de Maître Georges Tegem sur ce plateau. Je suis journaliste et il m'arrive souvent de faire ce qu'on appelle un repas. Habituellement, un rappel de mémoire. En 90, nous vivons une déclaration d'entrée en démocratie avec le multipartisme. Les événements de 90 à 91 convoquent une tripartite. Et de la tripartite où je peux me réjouir d'avoir été un acteur à son temps, où j'ai participé aux travaux en 91, il en ressort le besoin de revoir une constitution existante, celle de 72. Cette volonté se manifeste avec la mise en place des commissions, des comités de rédaction d'une nouvelle constitution. C'était une résolution de la tripartite en 91. Et maintenant, il en ressort que le comité qui faisait partie, tel le Joseph Ouna, les Mbomé, le ministre Bipoumou, et ainsi que la participation de quelques leaders politiques dans cette commission, ont ressorti une copie qu'ils ont proposée en termes d'esprit global de la Constitution qui devrait être arrêtée. Je peux vous avouer que j'ai quelques extraits de cette Constitution sortie des exigences de la tripartite. À ça, il faut qu'on se le rappelle. Parce qu'on a comme l'impression que c'est quelque chose qui était initialisé pour un contexte. Le contexte, effectivement, c'était la revendication. Il fallait revoir la Constitution de 1972. Et celle qui arrive en 96, en lieu et place, c'est autant d'éléments de cette Constitution qu'on a pris pour mettre en place la limitation du mandat. Cela, c'était une exigence de la tripartite. Et quand on sort une Constitution de 96, il figure là-dedans la limitation du mandat. 7 ans renouvelable une seule fois. 7 ans renouvelable une seule fois. Qu'est-ce qui a été de manière rationnelle plus
élégants, comme disait Elie Lobé. Parce que, d'une manière ou d'une autre, on ne serait pas passé par une assemblée, on serait passé par une consultation populaire. Parce que, en réalité, si la résultante de cet esprit de la loi qui est la Constitution a fait l'objet d'un débat au sein d'une tripartite et que les éléments dévoilés de l'approche que les autres, les pères qui ont siégé lors de cette tripartite, exigeant que la limitation du mandat était un élément concourant à une démocratie apaisée, on a revu la chose. Ceci ne vient pas dire que les choses ont nettement évolué, parce qu'il y a des éléments dans cette constitution que, ma foi, comme disait Elie Lobé tout à l'heure, je pense qu'il y a eu une espèce un peu de fourberie politique. Si on ne peut pas dire qu'on a avancé en révisant le fait de lever le verrou de la limitation du mandat, et quoi qu'on a avancé. Si on a avancé sur d'autres termes, la mise en place des autres, la Cour des comptes, le Sénat, une assemblée, en fait, en réalité, en 92, lors de cette élection, il s'est avéré que les partis politiques concourant à ce suffrage avaient, en réalité, en prenant les députés du MDR, du SDF, de l'UNDP, de l'UPC, s'ils ne s'étaient pas compromis, en réalité, le partage du pouvoir se serait effectué en 1992. On a pu jouer à un jeu rationnel. Le parti au pouvoir a attiré l'attention des uns et des autres. J'estime que ce n'a pas été quelque chose d'évolutif. Ça n'a pas trop évolué parce qu'en 2008, on a fait lever le verrou de la limitation des mandats en passant par le jeu de l'Assemblée. Parce qu'on savait bien que le RDPC, ayant une majorité, devrait en principe faire passer cette loi comme étant quelque chose d'improvisé. Et si on revient sur d'autres aspects... Très rapidement, s'il vous plaît. Si on revient, on verra que jusqu'aujourd'hui, si ça a évolué, je crois que des petites choses comme l'article 66, qui relève de cette constitution de 96, on en sera en train de l'implémenter. Les autres choses peuvent concourir. La mise en place du Sénat et autres. Je pense que ce n'était pas de mauvaises choses, mais l'article 66... On va évoquer la question de l'article 66 dans quelques instants. Abel, soufflez de donner un peu la parole au Dr Kemfak. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à ce que Michel... Ou alors vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce que Michel a dit, qui parle de fourberie. Est-ce qu'on n'était pas dans un contexte où on a joué à un jeu de fourberie politique pour davantage lever ce verrou de l'article 6 de la Constitution camerounaise? Je voudrais rappeler que toute la Constitution de 87 ne se limite pas à l'article 6. Mais pourtant, c'est un article important. Et je rappelle qu'il n'y a jamais eu un verrou sur cet article. Ce sont des termes que l'on emploie à gauche et à droite. Il n'y a jamais eu de verrou. Dans le sens où le verrou veut dire que dans la Constitution, il y a un article qui dit « cet article-ci ne sera pas révisé ». C'est ça le verrou. Il ne suffit pas de dire que le mandat est de 7 ans renouvelable une fois. C'est une disposition. Mais si il n'y a pas un autre article qui expressément dit cette disposition ne peut faire l'objet d'une révision, c'est ça le verrou. Or, en l'espèce, dans notre constitution de 1996, il n'y a aucun verrou. Ce qui est interdit dans notre constitution d'être révisé, c'est la forme républicaine de l'État, par exemple. Pas la forme de l'État, la forme républicaine. La République, c'est une chose. Donc, il ne faudrait pas que l'on confonde les choses. Je suis d'accord peut-être de la fourberie, mais l'autre chose que je voudrais rappeler, et je l'ai dit tout à l'heure, la Constitution de 96 est adoptée après les premières élections pluralistes. Et à l'Assemblée nationale, c'est le RDPC et ses alliés qui ont la majorité. C'est eux qui ont adopté cette Constitution. Pourquoi refuser qu'ils reviennent réformer ce qu'ils ont adopté en 96? D'accord. L'article 66, on a évoqué la question de l'article 6 de cette Constitution. L'article 66 était un autre élément qui confortait la démocratie. On l'a évoqué ici durant cette première phase de l'émission. Mais aujourd'hui, on a comme sentiment que cet article 66 est davantage là comme un décor au sein de cette Constitution. Pourquoi on a du mal à pouvoir mettre en application cet article 66? Quel est le problème? Pour Dr Kemfak, vous allez réserver un passage biblique? Paul dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses.
vous avez la faiblesse de faire du juridisme pour expliquer des choses qui ont des conséquences sur la paix. Vous parlez de quelle paix, monsieur Lobet? Je parle de la paix, celle que tu connais, il n'y a pas 36 000 paix. Si. Et la paix... Si, la paix que vous réclamez dans le nord-ouest et le sud-ouest n'est pas la paix de Jésus. Si vous voulez aller sur ce terrain, c'est la même paix. Non. C'est l'absence, c'est la même paix. Jésus vous a dit qu'il y a une paix qui est une paix de conflit. Il dit, je vous donne ma paix. Oui, c'est la même paix, c'est l'absence de conflit. C'est le consensus, c'est l'entente, c'est la capacité à régler les différends sans la violence. C'est ça qui constitue la paix. Non, monsieur Lobet. Bon, vous avez donc votre lecture de la paix qui vous, justement, vous voyez donc que